Elle était exactement comme Becky s'en souvenait, robuste, forte, à la fois imposante et modeste. Peut-être était-ce impressionnant qu'elle se dresse là depuis si longtemps. Quoi qu'il en soit, la vue de cette église la réconfortait. Becky aurait préféré s'asseoir à l'intérieur, mais l'église était fermée. Il y aurait un office demain matin après tout. Demain était dimanche, mais Becky ne voulait pas y aller. Elle souhaitait comprendre sa propre conception de Dieu plutôt que de rejoindre un groupe de personnes ayant déjà leurs propres convictions. Becky pouvait même contester la notion même de père, arguant qu'elle n'avait aucune signification réelle et que les femmes devraient être libres d'agir à leur guise en toutes circonstances. Pourtant, Brian resterait le père de Tara. La filiation de Tara était aussi immuable que les pierres dont l'ancienne église était bâtie. Elle était littéralement créée à partir de l'ADN de sa mère et de son père. Et bien que les bâtisseurs de cette église ignoraient tout de l'ADN, ils croyaient en l'importance des liens du sang. Ils n'auraient pas éludé la question de la parentalité. À cette époque, fonder une famille était la raison première du mariage. Le bonheur mutuel des époux était secondaire. En contemplant l'église, Becky réalisa que c'était là la source de son conflit intérieur. En tant que femme, elle croyait fermement avoir le droit, voire le devoir, de divorcer de Brian pour son infidélité. Mais en tant que mère, avait-elle le droit d'exclure le père de son enfant de la famille? Si Brian avait été violent ou alcoolique, la réponse aurait été évidente. Mais il n'était ni l'un ni l'autre. C'était un homme généralement honorable et un père remarquable qui s'était égaré une fois. Certes, il n'aurait pas dû agir ainsi. Et oui, il aurait dû confesser avant qu'ils ne renouvellent leurs vœux. Mais son incapacité à le faire justifiait-elle son exclusion de la famille? Becky voyait que son côté maternel avait une réponse très claire à cette question. Non. Et sa part féminine était furieuse. Si tu l'avais trompé, criait-elle, il t'aurait quitté. Je sais, répondait la part maternelle. Alors pourquoi est-ce juste que tu ne divorces pas? Je n'essaie pas d'être juste envers lui. J'essaie d'être juste envers ma fille. Mais c'est injuste pour moi, criait la part féminine. Mon droit au bonheur, mon droit au respect de mon époux, mon droit à l'égalité conjugale. À quoi ressemblerait l'égalité ici? Si Brian peut avoir une liaison, je devrais avoir le droit d'en faire autant. Et Tara? Cela ne concerne pas Tara. Cela me concerne moi. Oui, mais, Becky gémit et se pencha en avant, tenant sa tête entre ses mains. Son estomac était noué et les muscles de son cou et de ses épaules étaient tendus. Mon Dieu, pas étonnant qu'elle se sente déchirée intérieurement avec ce conflit dans sa tête. Le vent se renforça, faisant bruisser les feuilles de l'arbre. Becky se leva et s'étira, levant les bras au-dessus de sa tête. Adieu la paix et la tranquillité. Elle commença à retourner vers la voiture, mais réalisa que son débat intérieur reprendrait dès qu'elle y monterait. Alors elle passa devant la voiture et se dirigea vers les collines. Il était environ 18 heures lorsque Becky revint à l'auberge du Cocher & Dorsey's. Elle traversa la réception où John enregistrait un autre couple et monta directement dans sa chambre. Elle prit une douche, puis enfila une robe et des talons. Se regardant dans le miroir en pied, elle se demanda si elle paraissait trop féminine, ne voulant pas être trop évidente. Alors elle porta une veste en jans courtes pour couvrir ses épaules. Il y avait un second escalier menant à un couloir qui conduisait au bar, mais Becky voulait que John la voie, alors elle descendit les escaliers qui menaient à la réception. Elle eut de la chance. John était seul au comptoir. Ses yeux s'illuminèrent en la voyant. « Bonsoir, dit-il. Vous êtes ravissante, si je puis me permettre. Merci. Comptez-vous dîner dans l'un de nos merveilleux restaurants? En fait, je pensais dîner ici. » Le visage de John devint sérieux. « Savez-vous que notre cantine n'est ouverte que pour le petit déjeuner? » dit-il. « Oui, je sais, répondit Becky. Mais vous avez un menu au bar, n'est-ce pas? Il n'est pas très élaboré. Tourte au bœuf et rognons, poulet et pommes de terre. De la cuisine de pub, comme on dit. Cela me conviendra parfaitement. » Becky s'appuya contre le comptoir de la réception et le regarda avec une attirance manifeste. Si John avait eu des doutes sur les intentions de cette femme à son égard, ce regard les dissipa. Sans la quitter des yeux, il dit « Je crois savoir que vous et Cathy avez eu une bonne conversation hier. » « Oui, nous avons parlé. » « Eh bien, vous serez peut-être intéressé de savoir que Cathy et moi parlions de vous ce matin. » « Ah oui, et à quel sujet? »
L'une des choses sur lesquelles Cathy et moi étions d'accord, dit-il, c'est que vous êtes, sans aucun doute, l'une des plus belles femmes à avoir jamais franchi ces portes. La gorge de Becky se serra. Elle dut baisser les yeux vers le comptoir. Ne dites pas ça, dit-elle. Vous allez me bouleverser. C'est votre mari qui vous a bouleversé, dit John. Et pour être honnête, Cathy et moi n'en sommes pas satisfaits. Moi non plus. Cathy pense qu'il devrait recevoir une leçon. Becky releva lentement la tête jusqu'à ce que leurs regards se croisent à nouveau. Quelle leçon ? Demanda-t-elle. Tu connais l'expression « ce qui est bon pour l'un est bon pour l'autre ». Oui, ce genre de leçon. Becky contempla la cravate de John, méditant sur ses paroles. C'est l'opinion de Cathy, dit Becky. Et toi, qu'en penses-tu ? Ce que j'en pense ? Oui. John se pencha et lui murmura à l'oreille. Je pense que j'aimerais mieux te connaître, dit-il. Becky sentit son corps réagir à ces mots et pendant quelques instants électrisants, elle prit conscience de sa respiration, des battements de son cœur. Puis John relâcha sa main et s'éloigna. « Va dîner » dit-il. « Je n'ai pas faim. » Eh bien, Becky s'interrompit au milieu de sa phrase. Mais il était évident qu'elle et John savaient à quel menu elle pensait. Il sourit et dit « Cathy sera au bar plus tard. Elle veut te parler. » « Que se passe-t-il entre vous deux ?» demanda Becky. « Disons simplement qu'elle me doit quelque chose. » Becky fronça les sourcils, désireuse d'en savoir plus. Mais les bruits d'un couple qui approchait parvinrent à ses oreilles et elle ne voulait pas qu'on la voie avec un autre homme. Alors elle fit un signe de tête à John et descendit le corridor vers le bar. Il était environ 21 heures. Brian avait couché Tara et regardait maintenant un film dans le salon. C'était un film qu'il avait vu une douzaine de fois, mais comme il attendait que le téléphone sonne, il n'était pas d'humeur pour quelque chose de nouveau. Cependant, il avait du mal à se concentrer. Et quand le téléphone sonna enfin et qu'il vit le nom de sa femme sur l'écran, son émotion dominante fut le soulagement. « Allô » dit-il. « Allô, Brian. Que s'est-il passé ? Pourquoi penses-tu cela ? Je l'entends dans ta voix. » Il y eut un silence. Brian éteignit la télévision et s'assit. Tous ses sens étaient en alerte. « Où es-tu » demanda-t-il. « Dans ma chambre. »« Tu es seul » ? ?»« Bien sûr, seul. »« Pourquoi demandes-tu » ?« L'intuition. »« Si j'ai tort, dis-le-moi. J'aimerais avoir tort à ce sujet. » Il y eut un autre silence. Un silence qui en disait plus que 1000 mots. Brian sentit sa poitrine se serrer et il commença à faire les 100 pas. « Allez, dit-il. Faisons le pire. Je n'ai rien fait, Brian. Tu n'as encore rien fait. » Encore le silence, lourd de sens. Finalement, Becky explosa. « Maudit sois-tu, Brian. Maudit sois-tu. Écoute, si j'ai tort, ne joue pas à ça. Tu sais très bien que tu as tort. » Brian soupira avec un semblant de soulagement. Il se rassit sur le canapé et posa sa tête sur sa main. Il entendit Becky s'éclaircir la gorge. « Tu veux dire quelque chose, Brian ?»« Oui, dit-il. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu n'as aucun droit de demander ça. Je ne revendique pas mes droits. Je demande simplement. S'il te plaît, ne fais pas ça. Brian. S'il te plaît, ne fais pas ça, Becky. Brian, cela arrivera que tu le veuilles ou non. » Brian sentit son cœur se glacer. C'était le moment qu'il avait toujours redouté et maintenant, il se produisait. Une de ses plus grandes craintes, être trahi par son épouse, était devenue réalité et il ne pouvait rien faire pour l'empêcher. Il resta assis, tentant de reprendre son souffle. « Brian » une voix émana du téléphone. « Brian, es-tu toujours là ?»« Oui » répondit Brian doucement. « Je suis toujours là. Tu l'as cherché, n'est-ce pas ? » « Oui, oui. Tu comprends cela, n'est-ce pas ? » « Pas vraiment, non. » « Eh bien, tu auras tout le temps de comprendre. Je dois partir. Becky. Bonne nuit, Brian. » Et le téléphone devint silencieux. La chambre numéro 3 du Coach & Norseys était autrefois l'une des chambres d'hôtes modestes avec 3 lits serrés dans un espace exigu au plafond bas. Aujourd'hui, il n'y avait qu'un lit double contre le mur du fond, mais l'espace restait étroit selon les standards modernes. Malgré cela, l'occupante actuelle utilisait chaque centimètre de la moquette tandis qu'elle faisait les 100 pas, tournait et gesticulait pendant sa conversation téléphonique.
Becky regrettait profondément sa décision d'appeler son mari. Elle avait déjà décidé de partager un moment d'intimité avec John et en était même excitée. Ironiquement, la seule raison pour laquelle elle avait appelé Brian était qu'elle le lui avait promis auparavant et ne voulait pas éveiller les soupçons. Le plan était de demander des nouvelles de Tara, d'assurer à Brian qu'elle l'aimait, et elle l'aimait vraiment, et de lui souhaiter bonne nuit. Becky pourrait alors vivre son escapade et retourner à son mariage en ayant l'impression d'avoir rétabli l'équilibre. Mais ce plan était maintenant en lambeaux. L'intuition de Brian avait fonctionné dès la première minute de conversation et il lui avait coupé l'herbe sous le pied. Becky éteignit le téléphone pour qu'il ne puisse pas rappeler et contempla son reflet dans le miroir. Une partie de son esprit lui criait « Allez, vas-y », et pourtant, en voyant combien elle était belle, elle se sentait répugnante. Partager l'intimité de John ne lui apparaissait plus comme une aventure sensuelle. Cela ressemblait à un acte de vengeance. Becky mit le téléphone dans son petit sac, quitta la chambre et se dirigea vers les escaliers. Cathy n'était pas encore apparue et Becky espérait qu'elle était déjà au bar. Peut-être qu'au fond, Becky espérait que Cathy changerait d'avis pour qu'elle n'ait pas à prendre de décision. Il lui semblait terriblement injuste que le sort de son mariage dépende d'elle, bien qu'elle-même l'ait voulu ainsi. Le bar était aussi animé qu'on pouvait s'y attendre un samedi soir et il y avait 2 serveurs derrière le comptoir. Non, 3. Cathy avait l'air élégante, ses cheveux tirés en arrière, lorsqu'elle émergea de derrière le comptoir avec quelques bouteilles de spiritueux. Becky trouva une place à l'extrémité du bar et en quelques secondes, un gin tonic apparut devant elle. Ce service la faisait sentir comme une VIP. Becky sirotait sa boisson en évitant soigneusement le regard des hommes qui l'observaient. La dernière chose qu'elle souhaitait était qu'un inconnu vienne la draguer. Mais elle n'avait pas à s'inquiéter. Après une brève conversation avec le personnel, Cathy s'approcha du bar et s'installa près de Becky. Elle la regarda droit dans les yeux et pendant un instant, Becky crut que l'autre femme allait l'embrasser. « Bonjour, ma belle, » dit Cathy. « Salut, » répondit Becky. « Tu es ravissante, tu le sais, n'est-ce pas ? » « Merci. » Cathy fit signe à Jake de lui apporter un verre, puis se pencha vers Becky. « Voilà, » dit Cathy. « De l'autre côté de l'escalier par rapport à ta chambre, il y a une porte marquée « Privé ». Elle mène à mon appartement dans cet immeuble. John termine à 22h, donc il sera là dans environ un quart d'heure. Tu n'as qu'à frapper à la porte. » Becky prit une longue gorgée, les glaçons tintant dans son verre. Cathy sourit tandis que Jake plaçait discrètement le même verre devant sa patronne avant de s'éclipser pour servir un autre client. Cathy se pencha contre Becky, leurs épaules se touchant. « Tu es nerveuse ?» demanda Cathy. « Un peu. Tout ira bien. Je ne finirai probablement pas avant minuit, donc toi et John aurez tout le temps de faire plus ample connaissance. » « Pourquoi fais-tu cela, Cathy ? Tout le monde ne croit pas en la monogamie, Rebecca. On pourrait même dire que nous sommes naturellement des êtres sensuels et que tenter d'être monogame est contre nature. Tu insinues que mon mari a bien fait de partager des moments intimes avec une autre ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Quand un homme fait une promesse, il doit la tenir. Et s'il ne tient pas sa promesse, pourquoi devrais-tu tenir la tienne ? Parce que j'ai fait ma promesse à Dieu, pensa Becky. Mais elle ne le dit pas à voix haute. Elle ne voulait pas que Cathy la prenne pour une fanatique religieuse. Cathy se pencha et embrassa Becky sur la joue. « Je dois retourner travailler, » dit-elle. « Mais fais comme tu veux. Fais-moi confiance, Rebecca. Je désire que cela arrive autant que toi. » Cathy quitta sa chaise et vida son verre d'un trait. Elle sourit ensuite à Becky et retourna derrière le comptoir. Becky observait l'autre femme avec admiration. Elle régnait absolument sur les lieux, telle une reine entourée de 2 serveurs qui l'adoraient visiblement. Becky n'avait jamais été intime avec une autre femme auparavant, n'y avait même jamais songé, et pourtant maintenant cette pensée ne quittait plus son esprit. Becky avala d'un trait son gin tonic. Son visage était écarlate et elle avait l'horrible sensation que tous les clients du bar pouvaient deviner son trouble. C'était trop. Becky se leva de sa chaise, fit un signe d'adieu à sa maîtresse et regagna sa chambre. Il restait encore une demi-heure avant 22h15 et Becky voulait être prête lorsqu'elle frapperait à cette porte. Brian se tenait dans le salon. Il était calme. Des pleurs résonnaient, mais ils ne venaient pas de lui. C'était Tara qui sanglotait. Elle appelait sa mère. «
Brian regardait autour de lui, comme dans un brouillard. La pièce entière était saccagée et détruite. Les étagères gisaient au sol, livres et CD étaient éparpillés partout, les murs étaient percés là où les fixations avaient été arrachées. Tout, porcelaine et verre, était en morceaux et tous les rideaux avaient été arrachés avec leurs tringles, formant de grands tas. Brian contemplait avec stupéfaction l'écran plat qu'il avait réussi à plier en deux, l'arrachant de son support mural dans un hurlement. « Comment diable ai-je fait ça ?» pensa-t-il. Brian prit quelques respirations lentes. Il connaissait l'expression « être pris de rage », mais l'avait toujours considérée comme une image. Maintenant il savait. Depuis l'instant où il avait lancé son téléphone sur la photo du yacht de Becky et commencé sa tornade destructrice, il avait compris que la rage était vraiment une force en soi, aussi dévorante que l'amour ou la peur, et c'était acceptable d'une certaine façon. Brian observa la destruction autour de lui et la trouva appropriée. Les pleurs de Tara s'intensifièrent. Elle risquait de s'étouffer si elle ne faisait pas attention. Brian se dirigea vers la porte, ses pas crissant sur les éclats de verre et de plastique. Il éteignit la lumière et ferma doucement la porte, puis monta rapidement à l'étage dans la chambre de l'enfant. Tara était assise sur son lit, son visage un masque humide de chagrin et de peur. Elle tendit les bras dès que Brian entra dans la pièce et il la prit dans ses bras. Elle avait été effrayée par le monstre qui hurlait et fracassait tout en bas, et Brian consolait l'enfant sans lui dire que ce monstre, c'était lui. « Je veux maman, répétait-elle en sanglotant. « Je sais Tara, je sais. » Brian s'assit sur le lit de la fillette et la berça pendant qu'elle pleurait. Elle appelait sa mère encore et son père répondait « Je sais », sans promettre ni nier, se contentant de la tenir et la laissant pleurer aussi longtemps qu'elle en avait besoin. Alors que Tara commençait à se calmer et que ses pleurs se transformaient en sanglots, Brian songea « Alors c'est donc cela, le sentiment qu'on éprouve quand une famille se déchire. » Cela le surprit. Les films montrent toujours des couples ayant des disputes dramatiques avant leur séparation, mais tandis qu'il tenait sa petite fille, il réalisa que c'était complètement faux. La fin de leur mariage n'était pas causée par la colère et la rage de Becky ni par ses paroles acerbes. C'était son absence, le fait qu'elle ne soit pas là. C'était le coup fatal. « Quand maman va rentrer à la maison ?» sanglota Tara. « Demain, dit Brian. »« À quelle heure ?»« Je ne sais pas, soupira-t-il. »« Honnêtement, je n'en sais rien. » Dans la chambre 3, Becky était assise pieds nus sur le lit, attendant que le temps passe. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur insoutenable. Il n'y avait pas d'horloge dans la chambre, alors elle alluma son téléphone, redoutant de voir un message ou un appel manqué de son mari. Il n'y avait rien. L'heure indiquait que l'attente avait duré moins de 15 minutes et il n'y avait aucune autre notification. « Je savais que Brian aurait trop de fierté pour rappeler, pensa-t-elle. Il s'en sortira. »« À qui essaies-tu de mentir ?» dit la voix intérieure. Cela le détruit. La poitrine de Becky semblait se comprimer de l'intérieur. Elle réalisa qu'elle n'avait pas entendu sa voix intérieure depuis qu'elle s'était assise sur le banc devant l'église. « Bien sûr que non, » dit la voix intérieure. « Mon rôle est de te dire la vérité, et c'est bien la dernière chose que tu veux entendre maintenant. » C'est lui qui a commencé, se dit Becky. C'est entièrement sa faute. Je ne suis pas là pour attribuer des torts, dit la voix intérieure. Je te rappelle simplement ce que tu sais déjà. Les choix que tu feras ce soir détermineront le genre de femme que tu seras dans les années à venir. Pourquoi cela doit-il être un choix? Pourquoi ne puis-je pas être l'épouse de Brian et vivre une aventure? Lui l'a fait. Essaies-tu de prétendre qu'un choix n'en est pas un, dit la voix intérieure. Je croyais que tu méprisais les gens qui faisaient cela. Il m'y a poussé. Ce n'est pas ma faute. Ou mieux encore, j'ai le droit à cela. Becky se mordit la lèvre, des larmes coulant sur son visage. La voix intérieure poursuivit sans pitié. Vis ton aventure si tu le souhaites, dit-elle. Mais ne te mens pas à toi-même en prétendant que cela a quoi que ce soit à voir avec Brian. Comment peux-tu dire cela? Tout est lié à lui. Uniquement dans le sens où tu essaies de le rendre responsable de tes actes. Mais il est responsable. Comment? S'il n'avait pas trompé ma confiance, je n'aurais pas fait cela. Ce mensonge était si évident que même la voix intérieure sembla à court de mots. Becky sentit une vague de complaisance l'envahir. Elle se sentit mal, presque nauséeuse.
Des souvenirs de danse avec Marcus Devers et les émotions qu'ils avaient suscitées lui revinrent à l'esprit. Est-ce aussi la faute de Brian? Oui, dit la voix rauque dans la tête de Becky. Si Brian était un véritable homme, tu ne t'intéresserais pas à Marcus. Becky se prit la tête entre les mains, horrifiée de voir comment une partie de son esprit semblait dédiée à tout retourner pour qu'elle ne soit jamais responsable de quoi que ce soit. Mon Dieu, je suis une épave, dit-elle à voix haute. Tu es humaine, dit une voix intérieure. Que tu le crois ou non, ce que tu traverses est normal. Est-ce vrai? Certainement. Becky s'appuya sur ses coudes et contempla les rideaux fleuris. Le téléphone sur le lit affichait 10h15. Que dois-je faire? Se dit Becky. Décide quelle femme tu veux être, dit une voix intérieure, et prends ensuite tes décisions en fonction de cela. Par où commencer? Hier soir, tu as porté un toast à la découverte du véritable sens de la force. Étais-tu sérieuse ou essayais-tu simplement d'impressionner Cathy? Non, je suis sérieuse. Alors commence par là. Décide que tu veux être une femme forte, dans le meilleur sens du terme. Une femme remplie d'amour. Une femme d'honneur. Le genre de femme que tu voudrais que ta fille devienne. D'accord, dit Becky. Bien. Maintenant, demande-toi, dit la voix intérieure. Si tu étais déjà cette femme, si elle était assise dans cette pièce maintenant, que ferait-elle? Becky n'eut même pas besoin d'y réfléchir. La réponse vint instantanément. Et elle n'aimait pas cette réponse. Merde, dit-elle. C'était la nuit sur un océan sans fin qui paraissait noir dans l'obscurité. Brian se tenait sur le pont d'un voilier à mât unique, regardait l'horizon et écoutait l'eau clapoter contre les flancs. Il s'agrippait au câble métallique tandis que le bateau tanguait légèrement et tout était silencieux. Silencieux comme une tombe. « Réveille-toi, Brian, se dit-il. Allez, réveille-toi. » Le vent se renforça. Brian le sentit sur son front et dans ses cheveux. Puis, regardant devant lui, il vit la source de ce vent. Une vague immense s'étendait sur tout l'océan d'horizon en horizon, se dirigeant vers lui. Elle approchait lentement, inexorablement, comme une chaîne de montagnes géantes, absolument inévitable. Brian essaya de fermer les yeux, mais ne put pas. Il resta là, immobile, à regarder ce mur d'eau géant s'approcher de plus en plus près jusqu'à ce qu'il cache le ciel et qu'il puisse voir la surface de l'eau s'élever presque verticalement devant lui. Brian hurla et trembla. Ses yeux étaient fermés, mais il pouvait voir une lumière jaune à travers ses paupières. Il sentit des doigts presser son bras et sa tête. « Brian, c'est moi », dit une voix féminine. Brian ouvrit les yeux. Pendant un instant, il crut qu'il rêvait encore. Le visage de Becky, son merveilleux visage, n'était qu'à quelques centimètres du sien, le regardant avec une expression. Mon Dieu, comment décrire ce regard? C'était ce regard que tout homme espère voir dans les yeux de la femme qu'il aime. La reconnaissance, la tendresse et une joie profonde, comme si elle était infiniment heureuse de le voir. Son esprit tentait de comprendre ce qu'il voyait, mais il était encore engourdi par le sommeil. La femme sourit, pinça ses lèvres et souffla doucement sur son front. Le souffle fit danser les mèches sur son front. « Becky, dit enfin Brian. Oui, c'est moi. Mais, pas de mais, Brian, rien ne s'est passé. Je suis toujours ta femme, dans tous les sens du terme. » Les yeux de Brian s'emplirent de larmes tandis que son esprit assimilait lentement ses paroles. Il se sentit submergé d'émotions, presque suffoqué de bonheur. Incapable de parler, il enlaça Becky et la serra contre lui. Elle s'allongea à moitié sur lui, caressant son bras du pouce tandis qu'il la tenait étroitement. Plusieurs minutes s'écoulèrent alors que Brian tenait sa femme, sentant qu'il pourrait mourir de bonheur. « Je t'aime tellement, Becky, dit-il. Je t'aime tellement. »« Je sais, dit Becky. Je n'en ai jamais douté une seconde. Même quand j'étais au plus bas, tu continuais à m'aimer. Parfois, je ne sais pas comment tu fais, mon chéri. T'aimer est facile, dit Brian. Te faire confiance, c'est là que réside la difficulté. Oui. » Becky se redressa et regarda son homme. Elle sourit, les sourcils levés avec une ironie complice. Brian soutint son regard sans la moindre trace d'ironie. Il était trop heureux de son retour. Becky le vit et ses sourcils se détendirent. Elle baissa les yeux et acquiesça. « Je ne te blâme pas de ne pas me faire confiance, dit-elle. Je ne me fais pas confiance moi-même la moitié du temps.
Je me sens comme Jekyll et Hyde. Que veux-tu dire? Quand je suis rentré en voiture cette nuit-là, dit Becky, je menais un combat intérieur intense. Une partie de moi savait que je faisais ce qu'il fallait, mais l'autre partie était tellement contre, tellement en colère, tellement furieuse. Le fait est que si un homme peut faire quelque chose, une femme devrait pouvoir le faire aussi. Et en choisissant de rester fidèle alors que tu ne l'as pas été, c'était comme si je me trahissais moi-même. Tu comprends ce que je veux dire? Je crois, dit Brian. Tu as renoncé à quelque chose quand je ne l'ai pas fait, et M. Hyde trouve ça injuste. C'est vraiment injuste. Il n'y a pas de façon de voir les choses, et c'est très difficile d'argumenter avec quelqu'un quand on comprend réellement son point de vue. Oui, c'est vrai. Becky soupira et appuya ses coudes sur la poitrine de Brian. Elle regarda la lampe de chevet et son regard devint lointain. Enfin, après 2 heures de route, je suis finalement arrivée à la maison, dit-elle. J'ai essayé de t'appeler depuis la voiture, mais tu ne répondais pas, et je craignais que tu sois parti chez tes parents avec Tara. Mais ta voiture était toujours dans l'allée et je me suis dit, d'accord, il est encore à la maison. À ce moment-là, j'étais encore en colère contre toi et j'espérais que tu serais heureux de me voir pour que je puisse te le faire regretter. J'avais préparé quelques remarques particulièrement cinglantes. Mais en sortant de la voiture, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de rideaux dans le salon. Au début, je pensais que tu avais oublié de les fermer, mais non. Les fenêtres ressemblaient à des trous béants dans l'obscurité. Alors je suis entré dans la maison avec ma valise, j'ai accroché mon manteau, puis j'ai ouvert la porte du salon et allumé la lumière. Becky se tut. Regardant la lampe de chevet, ses yeux s'emplirent de larmes. Elle coulait, tombant sur la poitrine de Brian, et elle essuya brusquement son visage avec son avant-bras. Elle baissa les yeux vers Brian, se pencha jusqu'à presque l'embrasser, et caressa son front du bout des doigts. Quand elle parla, ce fut dans un murmure. « Brian, dit-elle, je n'avais aucune idée à quel point cela te ferait souffrir si j'étais intime avec un autre homme. Je n'en avais aucune idée. D'accord, je savais que cela te mettrait en colère, mais pas comme ça. Pas à ce point. Et j'en suis profondément désolé. Becky, non, laisse-moi finir. Je ne peux pas honnêtement dire que je t'ai pardonné, et je ne sais pas quoi faire à ce sujet. Mais ce jeu cruel que j'ai joué me rend malade. Je n'arrive pas à croire que je l'ai fait. Et vouloir avoir ma propre aventure semble soudain avoir complètement manqué l'essentiel. Je ne sais même pas quel est l'essentiel, mais je sais que je l'ai manqué. Oui, dit Brian. Oui, ça a du sens. Oh mon Dieu, Brian, pourquoi nous faisons-nous ça l'un à l'autre? Pourquoi finissons-nous toujours par nous torturer alors que nous nous aimons tant? Je ne sais pas, dit Brian, la voix tremblante. Je ne sais pas. L'homme et la femme éclatèrent en sanglots. Ils s'étreignirent fortement, pleurant, s'encourageant mutuellement, les bras serrés autour du corps de l'autre comme si des démons allaient surgir pour les séparer. Le matin, Tara fut folle de joie quand elle entra dans la chambre et vit sa mère. Becky essaya de se redresser tandis que sa fille lui bondissait dessus, bavardant de toutes les choses qu'elle avait faites avec papa, des super-héroïnes et d'une centaine d'autres choses dont parlent les enfants. Il fallut bien 10 minutes pour la calmer. Brian s'assura que la porte du salon était fermement close avant d'autoriser Taro à descendre. Ils prirent tous les trois leur petit déjeuner ensemble dans la salle à manger de la cuisine. La mère et la fille bavardaient tandis que l'homme restait silencieusement en retrait. Après le repas, Tara voulut montrer quelque chose à sa mère sur la tablette. Becky regarda son mari. « Il n'est pas dans le salon ?» demanda-t-elle. « Si, répondit Brian. Je vais la chercher maintenant. Est-ce prudent? Oui, il semble que oui. » Brian se leva et quitta la pièce. Il revint quelques minutes plus tard et Tara grimpa sur les genoux de sa mère tandis qu'il lui tendait la tablette. Becky constata qu'elle était intacte. Tara s'affaira à l'allumer et tapota sur l'écran, expliquant à sa mère qu'elle avait quelque chose de vraiment génial à lui montrer. Mais Becky regardait Brian. Il a littéralement tout détruit dans cette pièce, pensa-t-elle. Pourquoi pas la tablette? Parce qu'elle appartient à Tara, répondit une voix intérieure. Becky sentit sa gorge se nouer. Elle observa son mari se verser un autre verre de jus d'orange et fut surprise de réaliser que sa capacité à la violence ne l'effrayait pas. Au contraire, cela l'apaisait. Cet homme se battrait pour sa famille jusqu'à son dernier souffle s'il le fallait. Becky se demanda ce que John ferait pour Cathy.
Maman, tu ne regardes pas. Désolé, ma chérie. Tara tenait la tablette. Becky sortit de ses pensées et prêta attention à ce que sa fille voulait lui montrer. Mais elle avait hâte de se retrouver seule avec son mari et suggéra alors que tout le monde s'habille pour aller au parc. Il y avait une aire de jeu qui pourrait occuper Tara pendant qu'elle et Brian pourraient s'asseoir sur un banc et discuter. Le ciel était nuageux mais pas trop froid et ils se rendirent tous les trois au parc. Ils marchèrent le long d'un sentier bordé d'arbres, parmi d'autres familles et coureurs. Tara marchait entre ses parents en leur tenant la main et leur demanda de la soulever et de la balancer, alors Brian s'écarta du chemin vers l'herbe. Les deux adultes marchaient en balançant une petite fille qui criait et riait dans les airs. Becky remarqua un autre couple qui faisait la même chose avec leur petit garçon, mais elle et Brian étaient beaucoup plus coordonnés, soulevant Tara presque horizontalement, ses jambes volant dans les airs. Ils formaient vraiment une excellente équipe et Becky fut horrifiée en réalisant à quel point elle avait failli tout perdre. Lorsque l'aire de jeu apparut, Tara poussa un cri aigu et courut en avant. Becky et Brian la suivirent, main dans la main, franchissant le petit portail pour s'installer sur l'un des bancs. Tara était déjà sur le château miniature, traversant le pont vers le toboggan. « Maman, regarde !» s'écria-t-elle, et Becky lui fit signe avant de prendre la main de Brian et de se blottir contre lui. « Je t'aime, Brian, dit-elle. »« Je suis heureux de l'entendre, » répondit-il, caressant tendrement sa cuisse. « Et je suis vraiment content que tu sois rentré hier soir. »« Moi aussi, c'était la bonne décision. » Ils restèrent assis un moment, savourant leur proximité tout en observant leur fille. Becky rompit alors le silence. « Puis-je te poser une question, Brian ?»« Bien sûr. Si un homme armé surgissait de la forêt, risquerais-tu ta vie pour me protéger ? » ?»« Évidemment. Quelle question ? Tu en es certain ? » ?»« Becky, quel homme serais-je si je ne le faisais pas ? » ?»« D'accord, dit Becky. Mais si j'avais une liaison avec un autre homme, risquerais-tu encore ta vie pour moi ? » Becky sentit les muscles du bras de son mari se crisper. Il garda le silence. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était teintée de dureté. « Probablement, dit Brian. Mais avec colère. Je penserais que ce n'est plus mon rôle. Que c'est à cet autre homme de risquer sa vie. C'est bien ce que je pensais, dit Becky. Veux-tu me dire quelque chose ? Non, j'essaie simplement de comprendre la situation, répondit Becky. Je réalise que la meilleure chose pour notre mariage est que je te reste fidèle. Mais pour que cela fonctionne, je dois accepter le fait que tu ne l'as pas été envers moi. Et cela me blesse encore, Brian. Cela m'irrite toujours. Et si je ne trouve pas le moyen de lâcher prise, cela empoisonnera notre relation. Becky était toujours appuyée contre son mari, regardant distraitement Tara qui chevauchait un cheval sur un grand ressort métallique. Elle sentit Brian bouger. Il passa son bras autour de ses épaules et déposa un baiser sur le sommet de sa tête. « Je suis désolé de t'avoir mise dans cette situation, » dit-il. « Merci. J'apprécie que tu le dises. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? » « Oh oui, dit Becky. Il y a définitivement quelque chose. » C'était la première fois qu'ils partageaient un moment d'intimité depuis que tout avait éclaté au grand jour, et pour Brian, le miracle était que Becky en ait pris l'initiative. Sur le chemin du retour, en famille, Brian suggéra que Becky emmène Tara quelque part pendant qu'il rangerait le salon. Becky secoua la tête, affirmant que le désordre était autant sa faute que la sienne, et qu'elle voulait qu'ils nettoient ensemble. Cela toucha Brian profondément, et lorsque Becky appela les parents de sa meilleure amie Tara pour voir si elle pouvait passer la journée avec eux, il suggéra qu'ils passent ce temps à nettoyer le désordre. Mais quand Becky revint après avoir déposé Tara, elle se jeta sur lui, l'embrassant passionnément, et ils montèrent immédiatement à l'étage pour s'unir intimement. « Je suis ton esclave. »« Vraiment ? Tu feras tout ce que je veux ? » ?»« Oui. »« Parfait alors. » Becky approcha ses lèvres de l'oreille de Brian et murmura « Raconte-moi ce qui s'est passé. » Brian se figea. Brian s'éclaircit la gorge. « Je t'ai déjà raconté ce qui s'est passé. Juste les grandes lignes, » souffla Becky à son oreille. « Je veux l'histoire complète. Je veux les détails. Je veux savoir ce que tu as dit, ce que tu as fait, et ce que tu as ressenti en le faisant. Je veux tout savoir. » Brian déglutit. Il se remémora cette nuit-là. Il sentit Becky exhaler triomphalement. « Oh mon Dieu, dit-elle. Tu veux me le dire ?
Brian resta silencieux. Il sentit Becky prendre son visage entre ses mains fraîches et le tourner pour qu'il se regarde dans les yeux. Ses yeux étaient grands ouverts et pétillants, emplis de curiosité. Brian pensa qu'elle n'avait jamais été plus séduisante ni plus belle. Il l'aimait tellement. Elle le regarda et sourit. « Tu en as envie, n'est-ce pas ?» insista-t-elle. « Oui. Alors raconte-moi. Raconte-moi tout. » Brian plongea son regard dans celui de Becky et commença son récit. Mais ce n'était pas l'histoire qu'il s'attendait à raconter. Chaque fois qu'il avait imaginé avouer son infidélité à sa femme, il commençait toujours par un préambule sur sa souffrance, sa dépression suite à la perte de son entreprise et sa conviction sincère qu'à l'époque, son mariage avec Becky se dirigeait vers le divorce. Mais aussi vrai que tout cela était, cela semblait être la mauvaise approche alors que Becky était si aimante, si sensuelle, si ouverte. Alors il commença à lui raconter une autre histoire, tout aussi vraie, à propos de cette femme qui avait été une collègue et amie pendant 5 ans de sa vie, une femme qu'il respectait et appréciait beaucoup, une femme qui l'attirait, bien qu'il ait toujours pensé que rien ne se passerait. Mais quand les circonstances ont fait qu'ils se sont retrouvés seuls dans un bureau vide un soir, il réalisa qu'il la désirait. Il voulait rester marié et il la désirait. Cela semblait être un rêve devenu réalité. « Est-ce vrai, » dit Becky, « que tu avais déjà eu des fantasmes à propos d'elle ?»« À propos. »« Oui, » dit Brian. « Pas tellement après t'avoir rencontré, mais quand j'ai commencé à travailler avec elle. »« Mon Dieu, oui. Et elle n'était pas intéressée ?»« Non. Elle avait pour règle de ne pas fréquenter ses collègues. »« dit Becky. « Je suis toujours sceptique envers les gens qui disent cela. D'autant plus qu'elle a partagé votre intimité malgré tout. Eh bien, techniquement nous n'étions plus collègues. Certes, mais je suis certaine qu'elle aurait succombé à vos charmes avant cela. Je parie qu'elle désirait votre compagnie même après le début de notre relation. Vous avez peut-être raison. Pourquoi pensez-vous cela ?» Brian prit une profonde inspiration. « Eh bien, dit-il, puisque je mettais déjà mon mariage en péril, autant en tirer pleinement parti. »« Espèce de garnement, » dit Becky en riant. « Mon Dieu, j'ai épousé un monstre. J'en ai bien peur. Alors que s'est-il passé ? Elle m'a demandé si j'allais avouer mon écart à mon épouse. J'ai répondu que non et elle a dit « Dommage. J'aurais aimé voir sa réaction. Quelle peste. En effet, elle ne vous portait pas dans son cœur. Ne me le dites pas. Je l'avais parfaitement compris à l'aéroport. Vous allez bien ? Demanda-t-il. Oui, ça va, dit-elle. Et je ne devrais pas me sentir bien, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Brian, voyons. Vous me parlez de celle qui a partagé votre intimité et c'était visiblement plus qu'une simple aventure. Et cela semble étrangement normal. Je comprends pourquoi vous l'avez fait et je ne me sens pas le moins du monde menacé. En fait, si vous n'aviez pas agi ainsi, je n'aurais pas pensé « Oh, mon mari est si fidèle, quel héros !» J'aurais pensé « Seigneur, il a eu l'occasion et il s'est dérobé. » Becky, que voulez-vous dire ? Je ne sais pas ce que je veux dire. C'est nouveau pour moi. Je sais ce que je devrais dire. Puisque vous m'avez trompé, je devrais vous reléguer dans la chambre d'amis et vous faire ramper pour obtenir mon pardon. Mais je ne veux pas cela. Je veux trouver une autre solution. Quelle solution ? Becky le regarda avec un sourcil ironiquement levé. Brian, ne faites pas semblant, dit-elle. Vous savez parfaitement où cela mène. J'aimerais que vous le disiez franchement. D'accord, je vais vous le dire, dit Becky. Je ne suis pas fâché que vous ayez succombé car c'est une femme vraiment séduisante et vous êtes un homme de chair et de sang. Je suis fâché que vous ayez partagé son intimité sans me permettre de faire de même avec Marcus Devers. Et maintenant j'ai dû refuser une seconde opportunité et je suis en colère, Brian. Je croyais que vous ne vouliez pas jouer à donnant-donnant. Mais ce ne serait pas donnant-donnant si vous acceptiez. On pourrait même arguer que nous sommes naturellement des êtres sensuels et que la monogamie est contre nature. Mon Dieu, Becky, désirez-vous vraiment tant partager l'intimité d'un autre homme ? Je veux ce que vous avez eu avec elle. C'était clairement plus qu'une simple aventure. Et si je peux l'accepter pour vous, pourquoi ne pouvez-vous pas l'accepter pour moi ? Brian n'avait pas de réponse à cela, mais son corps réagit. C'était comme si on avait touché un point sensible. Pendant un moment, il resta figé, stupéfait, mais progressivement il commença à comprendre ce que son corps lui disait et le prix qu'il paierait s'il acceptait un jour la proposition de Becky.
Il regarda Becky et vit à son expression qu'elle était arrivée à la même conclusion. Et cela ne lui plaisait pas. « Eh bien, dit Brian, voilà ce que c'est d'être un homme passionné. Espèce d'ordure. Becky, penses-tu sérieusement que je puisse contrôler cela ?» Des larmes de rage apparurent dans les yeux de Becky. « C'est tellement injuste, cria-t-elle. Tellement injuste. » Elle bondit hors du lit et s'enfuit de la chambre dans sa tenue d'Ève. Brian entendit la porte de la salle de bain claquer et se verrouiller, puis entendit son épouse éclater en sanglots de colère et de frustration. Brian enfila un sweatshirt et un pantalon de survêtement, mit une paire de chaussures bateau et descendit. Il prit un rouleau de sac poubelle résistant dans le placard sous l'escalier et l'emporta dans le salon. La pièce saccagée était exactement comme il l'avait laissée, bien qu'à la lumière du jour elle semblait moins dramatique, moins l'expression d'un cœur brisé et plus comme plusieurs heures de nettoyage et de rénovation. Il prit une profonde inspiration, puis détacha un sac du rouleau et l'ouvrit. Il commença à ramasser les éclats de verre et de porcelaine. Il avait fait quelques progrès dans le nettoyage du tapis quand la porte s'ouvrit brusquement et Becky se tint sur le seuil. Elle portait aussi un pantalon de survêtement, mais avec un t-shirt et un cardigan orange pastel. Elle portait des baskets roses et blanches et avait ses cheveux attachés en queue de cheval, lui donnant l'air d'une adolescente ayant grandi trop vite. Elle fit la moue. « Salut, dit Brian. Je parle au docteur Jekyll ou à Mr. Hyde ? Va au diable. » Brian sourit et se dit « Mr. Hyde. Tu te crois si malin, hein ? Becky, je ne sais pas quoi faire avec toi. Une minute tu me dis que la fidélité est ce qu'il y a de mieux pour notre mariage. La minute suivante, tu essaies de me convaincre de te laisser prendre un amant. Je ne demande pas un amant. Je veux juste ce que tu as eu. » Brian arrêta son travail. Il laissa le sac en plastique sur le sol et s'approcha de Becky. Elle se serra dans ses bras comme elle le faisait toujours quand elle se sentait vulnérable. Il posa doucement ses mains sur ses épaules et la guida vers le canapé. Ils s'assirent l'un à côté de l'autre et Brian prit ses mains dans les siennes, la regardant dans les yeux. « Laisse-moi te dire ce que j'ai eu, » dit Brian. « J'ai eu une soirée de merveilleux rapports intimes avec une femme que j'ai toujours respectée, et ensuite j'ai eu un secret que j'ai dû garder pendant des années et des années. C'était comme avoir un rat vivant sous le plancher. Parfois elle était silencieuse et je l'oubliais, mais d'autres fois je l'entendais gratter ou courir le long du plafond, cherchant une issue. Ce n'étaient pas les meilleurs moments, Becky. Je faisais mentalement le tour de la maison, vérifiant que tous les trous étaient bouchés. Brian prit une profonde inspiration, et puis je me suis fait prendre, dit-il. Tu l'as découvert par hasard, et le secret était révélé. Le rongeur était maintenant dans la maison, et mon Dieu, quel chaos elle a provoqué. Oui, je comprends. Je ne parle pas de la pièce, Becky. Saccager cette pièce n'était qu'une réaction à l'idée de te voir avec un autre homme, mais ce n'était pas le pire. Mon Dieu, qu'est-ce qui était le pire? Le pire était de me tenir dans le café de mon travail pendant que tu me disais vouloir me quitter, dit-il. Et il n'y avait ni colère, ni condamnation, ni sarcasme dans ta voix, juste ce vide noir d'indifférence, et à ce moment-là j'ai cru t'avoir perdu. J'ai vu toute ma vie se dérober sous mes pieds et je savais que c'était ma faute. Brian se tut. Puis il sentit Becky lâcher ses mains et s'asseoir sur ses genoux, enroulant ses bras autour de son cou pour l'embrasser. Il la serra fort contre lui et laissa ensuite la femme s'installer confortablement, pressant sa joue contre la sienne et ressentant un grand soulagement et de la gratitude. « Docteur, Jekyll est de retour. Je t'ai entendu, Brian, dit-elle doucement. Je t'ai complètement entendu. Tu dis que si je veux ce que tu as eu, je dois le faire aux mêmes conditions et prendre les mêmes risques et vivre avec un rongeur sous le plancher. Oh oui, avec un rongeur. Mais écoute, Becky, je veux dire quelque chose à propos de cette aventure que tu désires. » Becky s'assit pour qu'il puisse se regarder en face. Ses yeux brillaient et son expression était espiègle, malicieuse. « Parle, dit-elle. Écoute, je t'ai trompé et je me suis fait prendre, dit Brian, et il faut payer le prix quand on se fait prendre. Et je pense que si tu veux continuer à me tourmenter avec des demandes pour partager l'intimité d'un autre homme pour le reste de notre vie conjugale, alors peut-être que je le mérite. En fait, je connais beaucoup de gens qui considéreraient cela comme une punition légère. Oh, Brian, je ne veux pas être la femme qui te torture. Je veux être la femme qui t'aime. Oui, je sais, mais... Brian,
Tu ne comprends pas? J'ai l'impression que parce que tu m'as trompé, tu ne mérites plus mon amour. Qu'un homme infidèle perd le droit à l'amour de sa femme. Alors, pour avancer, je dois dire au diable ce sentiment et choisir de t'aimer quoi qu'il arrive. Mais as-tu une idée à quel point c'est difficile? Brian regarda le visage douloureux mais magnifique de Becky et se demanda comment il avait pu un jour voir cette femme comme une adolescente attardée. Elle pouvait parfois être si lucide, si accordée et précise. Dans ces moments-là, non seulement il aimait Becky, mais il ressentait aussi un profond respect pour elle, un respect complètement différent de celui que les hommes sont conditionnés à manifester envers les femmes pour éviter d'être accusés de sexisme. Non, c'était authentique. Un respect né de la conscience qu'il n'était pas la seule personne intelligente dans la pièce, qu'il avait affaire à une femme qui pouvait lire en lui et qui était capable d'une honnêteté presque brutale envers elle-même, plus que toute autre femme qu'il avait connue, et souvent plus que lui-même. Brian contempla la femme sur ses genoux avec émerveillement. « Becky, dit-il, je veux m'excuser. Tu t'es déjà excusée. Je ne parle pas d'elle. Je veux m'excuser de t'avoir constamment et sans cesse sous-estimée. » Les yeux de Becky se remplirent instantanément de larmes. Elle regarda son mari et dit « Continue. Il m'apparaît clairement, Becky, que si la situation avait été inversée, je n'aurais pas pu gérer cela avec ne serait-ce qu'une fraction de la grâce et du courage dont tu fais preuve maintenant. En fait, on peut voir dans cette pièce comment je l'aurais géré. Face à ta trahison, j'aurais pressé le bouton d'autodestruction de notre mariage, et ça aurait été tout. » Brian enlaça Becky et la serra contre lui. « Mais qu'as-tu fait, toi ?» dit-il. « Tu as gardé cela pour toi. Tu as préservé le secret. Tu t'es donné l'espace nécessaire pour décider quoi faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant ton absence, mais je réalise que j'ai présumé que tu allais me punir ou chercher une aventure facile pour te venger. Je vois aussi que j'ai tendance à penser que je suis le seul à prendre ce mariage au sérieux tandis que toi, tu n'y es que pour ce que tu peux en tirer. Tu comprends? Mais si c'était vrai, tu ne rentrerais pas à 1h du matin. Tu n'aurais pas insisté pour faire l'amour alors que tu étais encore en colère contre moi, et nous n'aurions pas ces conversations. Et je suis tellement désolé de t'avoir regardé de haut, de t'avoir patronné et de m'être considéré comme le plus intelligent dans ce mariage. Je suis un idiot, Becky. Un fichu idiot. » Becky pleurait dans ses bras. Brian ne sanglotait pas, mais des larmes coulaient sur son visage tandis qu'il la tenait. Il se sentait si chanceux d'avoir Becky comme épouse, avec une profondeur qui lui était nouvelle. Oui, elle était Jekyll et Hyde, mais qui ne l'était pas, et la part de Jekyll avait beaucoup plus de mérite qu'il ne lui en accordait. Quant à Monsieur Hyde, eh bien, il pourrait trouver des moyens de composer avec lui. Elle en valait la peine. Becky vérifia le tableau des arrivées au terminal de l'aéroport où elle devait retrouver ses parents. Leur avion venait d'atterrir, mais ils devaient encore passer le contrôle des passeports et attendre leurs bagages. Becky estimait avoir au moins une demi-heure devant elle. La soirée était avancée et les immenses baies vitrées donnaient sur l'obscurité de la nuit. Comme pour compenser, l'intérieur de l'aéroport était éclatant et criard, avec des enseignes lumineuses superposées aux éclairages ordinaires. Becky se dirigea vers la zone d'arrivée où ses parents allaient débarquer et chercha un endroit pour s'asseoir. Il y avait un café qui surplombait les grandes portes coulissantes par lesquelles sortaient les passagers avec leurs chariots à bagages. Becky fit la queue, s'acheta cette fois un latte dans une tasse en verre et s'installa à l'une des petites tables du café. Elle se sentait bien. En fait, elle se sentait merveilleusement bien. En sirotant son latte, Becky scrutait les alentours, espérant apercevoir une femme en imperméable aux cheveux rouges cerises. Franchement, cette femme était bien plus séduisante en blonde. Si elle apparaissait maintenant, Becky pourrait lui raconter dans les moindres détails sa soirée avec son époux. Comme c'était intéressant, songea Becky. Elle souhaitait toujours que Brian soit fiable, mais elle ne voulait pas qu'il soit domestiqué. Elle se rappela avoir regardé une émission sur le dressage canin. À l'écran, un magnifique berger allemand avec un morceau de viande crue suspendu devant lui, tandis que son propriétaire insupportable se vantait que le chien pourrait jeûner pendant des heures sans toucher à la viande jusqu'à ce qu'il en reçoive le signal. Becky trouvait cela navrant, voire pathétique. Un chien en bonne santé devait naturellement se jeter sur un morceau de viande crue, tout comme un homme passionné devait être attiré par une femme. Même s'il disait non, Becky considérait comme contre nature qu'un homme n'en éprouve pas au moins le désir. C'était là le problème.
Becky comprenait le point de vue de Katie selon lequel désirer des relations intimes avec d'autres personnes était normal et peut-être même sain. Mais elle partageait aussi l'avis de Brian: s'il commençait à avoir des relations avec d'autres personnes, il perdrait l'intimité même qui donnait tout son sens à leur mariage. Il fallait choisir. Cela irritait toujours Becky. Elle avait ce tempérament qui la poussait à vouloir tout avoir. Mais avec le temps, elle avait commencé à moins blâmer Brian et davantage la réalité telle qu'elle était. Après tout, ce n'était pas la faute des hommes si la vie était injuste, bien que Becky connût très peu de femmes qui partageaient cette opinion. Son téléphone émit un son strident. C'était un message de sa mère l'informant qu'elle et son père se trouvaient près du tapis roulant à bagages, attendant qu'il se mette en marche. Becky termina son latte et observa la foule de gens qui attendaient leurs proches, certains tenant des pancartes ou des ballons. Elle pensait pouvoir profiter de sa place encore quelques minutes. Ses pensées retournèrent à l'auberge du Coach & Dorsey's. Becky savait qu'elle ne reverrait jamais cet endroit. Ou peut-être que dans 20 ans, elle et Brian passeraient devant en voiture en allant quelque part et elle lui raconterait l'histoire. Elle détestait que Brian ne veuille rien savoir de son séjour là-bas. Après avoir écouté son histoire à lui, cela avait déclenché en elle une réflexion. Si je peux le faire pour toi, pourquoi ne peux-tu pas le faire pour moi? Cependant, Brian faisait beaucoup de choses qu'elle ne voulait pas faire non plus, alors elle devrait peut-être s'en accommoder pour un temps. Mais pour revenir à ce week-end, Becky avait fini par frapper à la porte marquée « Privé » un peu après 22h30. John ouvrit la porte et vit cette charmante dame de la chambre 3 en manteau et bottes, avec une valise à ses côtés. En véritable gentleman, il n'essaya pas de la faire changer d'avis, mais descendit à la réception pour faire son départ et proposa même de lui rembourser une nuit. Becky refusa catégoriquement. « Je me sens déjà assez mal comme ça, dit-elle. »« Ne vous en faites pas, répondit John. Je respecte votre décision et je pense que votre mari a beaucoup de chance. Merci, mais je vais lui faire passer un mauvais quart d'heure en rentrant. Je parie qu'il préférerait l'enfer avec vous que le paradis avec une autre. » Cette remarque toucha Becky. Et elle la touchait encore, faisant briller ses yeux alors qu'elle était assise dans le café de l'aéroport. Elle remercia John à nouveau, lui demanda de dire au revoir à Katie et quitta l'hôtel, montant dans sa voiture pour quitter l'ancienne cour d'écurie et prendre la route pour le long trajet du retour. Mais en repensant à cette décision, elle réalisa que ses regrets ne concernaient pas les moments intimes qu'elle n'avait pas partagés avec John. Ils concernaient plutôt l'intimité qu'elle aurait pu partager avec Katie. Becky consulta son téléphone. Il était temps de rejoindre la foule des personnes qui attendaient. Les portes coulissantes s'ouvraient maintenant régulièrement, laissant passer des passagers avec leurs chariots à bagages et leurs teints bronzés. Becky trouva une place à l'écart, loin des gens plus bruyants. Il y avait des cris de joie et des étreintes, de nombreuses petites retrouvailles. Becky croisa les bras et commença à taper du pied en attendant. « Papa !» s'écria la petite fille, courant vers le côté où se tenait Becky. La fillette était liée à un couple proche et l'homme s'avança pour recevoir l'enfant dans ses bras. Becky se demanda pourquoi la mère de l'enfant restait où elle était, puis réalisa que ce n'était pas la mère de l'enfant. Non, ce devait être une femme fatiguée poussant un chariot chargé de bagages, avec un garçon d'environ 10 ans marchant à ses côtés. Il regarda l'ami de son père avec une hostilité manifeste et dit à sa mère, d'une voix suffisamment forte pour que Becky l'entende, « Que fait-elle ici ?» Becky essaya de fixer son attention sur les portes coulissantes et d'ignorer la scène qui se déroulait à quelques mètres. On aurait dit un échange de prisonniers digne d'un film d'espionnage de la guerre froide. C'était particulièrement pénible, surtout lorsque le garçon se mit à pleurer. Becky leva les yeux vers le plafond et adressa une prière silencieuse de gratitude. « Garde quelque chose pour toi, » lui dit une voix intérieure. Même les meilleurs conseils sont vains s'ils ne sont pas écoutés. Becky soupira profondément de bonheur et reporta son attention sur les grandes portes coulissantes. Elles se sont rouvertes et les voilà. Maman et papa sont enfin sortis. Ses parents étaient tous deux bronzés, ce qui contrastait vivement avec leurs cheveux argentés. Par ailleurs, le père de Becky avait la même apparence qu'à son départ, arborant le même froncement de sourcils neutres, poussant le chariot à bagages avec un stoïcisme sérieux. Mais la mère de Becky semblait métamorphosée. Elle portait une chemise hawaïenne colorée qui aurait dû paraître kitsch, mais ne l'était pas. Elle rayonnait de joie, d'enthousiasme, et paraissait rajeunie de 10 ans.
Lorsqu'elle aperçut sa fille, elle sourit et fit un signe de la main qui rappela Tara à Becky. Son père poussa le chariot au-delà de la barrière et Becky les étreignit tous les deux. « Comment s'est passé le voyage ?» demanda-t-elle. « Fantastique !» s'exclama sa mère. « Oh, Becky, tu ne peux pas imaginer. »« Peut-on en parler dans la voiture ?» l'interrompit son père. « Bien sûr, mon chéri, » dit son épouse, avant de se tourner vers Becky. « Ton père ne partage pas mon enthousiasme pour l'aventure. »« J'ai passé un très bon moment, » se défendit le vieil homme. « Mais je suis aussi heureux de rentrer à la maison. »« D'accord, accorde-moi une minute. » La mère de Becky prit les mains de sa fille et la regarda dans les yeux. « Comment vas-tu, Becky ?» demanda-t-elle. « Je vais très bien, maman. »« Vraiment ? Tu rayonnes. »« C'est vrai ? » ?»« Oui. S'est-il passé quelque chose pendant notre absence ?» Becky rit et embrassa les mains de sa mère. Elle regarda la femme plus âgée et dit « Maman, c'est la vie qui s'est passée. » Elle relâcha les mains de sa mère et enlaça les épaules de son père. « Allez, je vous ramène à la maison, » dit Becky. Son père acquiesça avec gratitude. Bientôt, tous les trois se dirigeaient vers le hall des arrivées, le vieil homme poussant un chariot tandis que son épouse bavardait et que sa fille adulte marchait à leur côté, traînant la valise de sa mère sur le sol brillant. Je n'arrive même pas à penser à la suite. Bientôt, tous les trois traversaient le hall des arrivées, le vieil homme poussant un chariot tandis que son épouse bavardait pendant que leur fille adulte marchait à leur côté, tirant la valise de sa mère sur le sol lustré. Je ne peux même pas penser à passer au suivant. Bientôt, tous les trois traversaient le hall des arrivées, le vieil homme poussant un chariot tandis que son épouse bavardait pendant que leur fille adulte marchait à leur côté, tirant la valise de sa mère sur le sol lustré. Fin. Si vous avez aimé cette histoire, merci de nous soutenir en cliquant sur le bouton « J'aime » et de partager vos impressions dans les commentaires. Merci.